Je voudrais remercier beaucoup Jean-Michel pour cette opportunité. Donc, ça va mon français? Oui, c'est bon. Je dois m'excuser en avance parce qu'il y aura des fautes et des choses qui ne sont pas bien claires, mais je m'excuse en avance, c'est une stratégie pour gagner l'auditeur. Bon, donc je propose parler à propos de ma recherche, que c'est le destin de la pulsion vacante au fond de l'analyse. Mon objectif, c'est de montrer à propos de deux destins de la pulsion vacante, que c'est les retournements sur la personne propre et les renversements dans le contraire, montrer la liaison, les rapports entre ces deux destins et l'analyse, le parcours de l'analyse, parce que je trouve qu'il y a dans un développement de l'analyse, il y a un rapport entre ces deux destins et le développement de l'analyse. Donc c'est ça mon objectif, je montre au début maintenant, mais je vous invite de me suivre dans ma exposé qui je souhaite petit à petit arriver jusqu'au bout. Bon, je commence pour repérer les quatre destins de la pulsion chez Freud. J'imagine que vous connaissez très bien. C'est le refoulement, la sublimation, le retournement sur la personne propre et aussi le renversement dans le contraire. Les deux premières, je vais passer un peu vite, le refoulement, la sublimation, pour m'arrêter un peu plus dans les autres deux. Bon, et toujours penser ce destin de la pulsion par rapport à la pulsion vacante, bien entendu. Bon, le refoulement, c'est-à-dire que la pulsion vacante doit être refoulée. Donc, c'est-à-dire que la voix, le réel de la voix, c'est une chose qui doit être silenciée. C'est-à-dire, il faut faire taire la voix. Parce que la voix, elle est plongée dans un chaos, on peut dire sonore, parce que il faut refouler cette voix pour la parole devenir. On peut dire pour devenir le sujet de l'inconscient. La parole, c'est pas forcément l'acte de parler. L'acte de parler, presque tout le monde parle. Mais la parole comme quelque chose qui peut représenter le sujet de l'inconscient. Donc, cet refoulement de la pulsion vacante, c'est-à-dire que le sujet doit s'ensourdir à... S'assourdir. Merci. S'assourdir de sa voix. Ça risque d'être un peu compliqué. D'accord. Donc, s'ensourdir de sa propre voix pour trouver sa parole. Donc, pour devenir un sujet de l'inconscient, c'est-à-dire un sujet qui parle sans savoir ce qu'il entend de dire. Et ça, c'est le point principal, j'imagine, de la théorie du pont sourd que Jean-Michel a développé depuis 15 ans pratiquement, ou un peu plus. Et donc, si la voix n'est pas refoulée, le sujet il reste dans un chaos sonore, c'est-à-dire il reste aliéné au désir maternel, sans pouvoir trouver sa propre voix, sans pouvoir trouver sa propre parole. Donc, dans ce cas-là, nous sommes
structurellement au champ de la psychose. Parce que dans la psychose, ça se passe comme ça. Dans la psychose, le sujet, il n'a pas ce refoulement de la voix, donc il ne trouve pas sa parole. C'est pas forcément que le sujet psychotique ne parle pas, nous savons, il parle, il parfois très bien. C'est pas l'acte de parler, mais de parler d'une certaine façon, de parler, on peut dire, soumettre au désir inconscient. Donc c'est ça la différence. Si on fait une comparaison dans la névrose, il y a ce refoulement de la voix, et la voix, elle s'internalise comme un sournois. Non? Le sournois, c'est une voix internalisée, une voix qui dit pour nous, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et donc, c'est une voix internalisée. Et parfois, c'est une voix agressive, violente, c'est la voix du sournois. Et chez la psychose, il n'y a pas ce refoulement, donc la voix, elle retourne d'une manière réelle. Et elle retourne dans un moment hallucinatoire, par exemple, dans une hallucination auditive, par exemple. Donc, c'est toujours une voix violente, agressive, mais de manière différente chez la névrosée et chez les psychotiques. Bon, je vais passer très vite là. Pour rapport à la sublimation, on peut dire quelques mots aussi que la pulsion vocale doit être sublimée. Et sublimer la pulsion vocale, c'est-à-dire retirer son état brut, son état, on peut dire l'état sexuel proprement dit. Donc, au moment qu'on parle ou au moment qu'on chante, il y a une sublimation de la voix. Parce que dans ce moment de la parole ou du chant, on n'entend pas la voix. Parce que la voix, elle reste effacée derrière non, de la parole. Donc, on écoute la parole, on écoute le contenu de la parole, on écoute ce qu'il est en train de parler, mais pas forcément la voix. La voix, elle reste effacée, parce que la voix est une réelle qui provoque une angoisse dans le sujet. Une angoisse ou quelque chose d'un plaisir, d'une jouissance. Tous ces mots-là, je pense que c'est possible. Plaisir, jouissance, angoisse. Et tout ça, c'est lié à la caractéristique sexuelle. Donc, si on sublime la voix, on pense que cette sublimation nous permet d'accéder à la parole, d'écouter la parole, écouter la chanson, et pas forcément la voix. Donc, on peut dire dans la sublimation que la voix reste domestiquée. Domestiquée, c'est-à-dire une voix qui est au service de la parole ou du chant. Une voix qui est domestiquée, c'est-à-dire une voix qui est au service de la parole ou du chant. Il faut aussi remarquer que cette sublimation, c'est pas total. C'est pareil à le refoulement, c'est pas total. Ce destin de la portion vocale, c'est toujours partiel et pas total. Donc, il y a quelque chose du sexuel qui reste dans la voix. Et quelque chose que la sublimation n'en rend pas compte. Et aussi que la sublimation n'en arrive pas. Et c'est pour ça que parfois quand on écoute quelqu'un qui parle,
on peut rester angoissé, ou on peut se laisser dans un plaisir qui nous conduit à l'adormeciment. On dort, par exemple, dans une conférence, hein, on se demande pourquoi on dort, hein, pourquoi il y a une chose incontrôlable de dormir, hein. C'est quelque chose du plaisir ou quelque chose de sexuel qui touche les sujets. Il y a un passage de Roland Barthes, je ne sais pas si vous connaissez, un passage de Roland Barthes qui dit qu'il ne s'inquiétait pas avec les élèves qui étaient en train de dormir pendant son cours. Il ne trouvait pas, dans ces actes, il ne trouvait pas une manière de déconsidération, oui, ça va, déconsidération des élèves. Il dit, bon, ces élèves, ils sont touchés pour ma parole, mais pas forcément pour la parole, mais pour ma voix. Donc c'est quelque chose de ma voix qui touche ces élèves et c'est pour ça qu'ils dorment. C'est pas un acte de déconsidération. Bon, après ça, dans ma classe au Brésil, je laisse les élèves, ils peuvent trouver les drapeaux, les draps. Oui, j'adore au Brésil. On peut laisser dormir les élèves. Oui. Je vous verrai en train de dormir, vous passez par la fenêtre. Oui. C'est la différence de style entre le Brésil et la France. Non, mais je pensais, si Roland Barthes, qui c'est Roland Barthes, ne s'inquiétait pas, bon, moi, je peux laisser les élèves. J'ai bien compris. Non, oui. Bon, donc ça va? Oui, ça va pour l'instant, merci. Bon, on passe dans le troisième destin pulsionnel, pas forcément dans cet ordre, parce qu'il n'y a pas un ordre, non? C'est moi qui mets cet ordre, mais ce n'est pas forcément cet ordre. Bon, le destin, le suivant, c'est le renversement dans le contraire. Donc, on peut dire que la pulsion, elle est toujours active. Le temps de la pulsion, c'est toujours actif, parce que la pulsion a une force constante. Donc, cette force constante fait qu'elle soit active, toujours active. Au moment qu'elle est au temps passif, donc c'est-à-dire qu'il y a eu déjà un destin, le destin de renversement dans le contraire. Donc, elle passait du temps actif pour le temps passif. Donc, c'est le premier temps actif, le deuxième le passif, et il y a aussi un troisième, qu'on peut dire le réflexif, ou en français, ça dit aussi la pacification, c'est-à-dire chercher d'une manière active une fin passive. Donc, dans ce troisième temps, c'est une jonction de les deux avant. Bon, et pour rapport à la pulsion invocant, nous sommes là, nous avons les trois temps, écouter, être écouté et se faire écouter. Je vais marquer ça peut-être. Tu veux un stylo? Oui. Tiens. Donc, écouter, être écouté, se faire écouter. On peut trouver... Alors, vous allez corriger de même, être écouté et... Oh. D'accord. Merci. Voilà. Non, c'est pas pour toi, c'est pour eux. Oui.
Oui, on peut trouver aussi entendre, être entendu et se faire entendre. C'est aussi une autre possibilité. Bon, dans ce côté-là, il y a une zone érogène, une barre qui est là, que c'est l'oreille. Mais la pulsion vocale, elle fait rapport à deux bords, à deux zones érogènes. Parce que l'oreille, c'est la réception, c'est l'écoute. Mais il y a aussi la production de la voix, donc il y a aussi la bouche. Donc ça, c'est une première différence de la pulsion vocale par rapport à les autres pulsions. Parce que les autres pulsions, en général, il y a une barre, une zone, qui, dans la pulsion vocale, on va trouver deux barres. Donc, ici, dans la pulsion vocale, on peut dire d'un côté l'oreille, et de l'autre côté la bouche. Bon, et ça c'est une première différence que c'est importante pour mon objectif. Parce que si il y a deux barres, si je vais dire écouter, être écouté et se faire écouter, ça fait référence à l'oreille. Mais il y a aussi la bouche, donc on peut mettre ici appeler avec des ailes, non? Oui. Appeler. Un seul. Un seul? Sinon, ça ferait appeler. Mais des fois, dans certains temps et à certaines personnes, il y a deux ailes. C'est un peu compliqué. Mais ici, c'est deux ailes. Être appelé? Non. Non, c'est un. D'accord. Oui, j'appelle deux ailes. Oui. Donc, il y a appeler, être appelé et se faire appeler. On peut dire, mais il y a toujours un appel au moment on émite et on produit une voix. Oui. Parce que si tu es dans la rue et quelqu'un fait un cri ou quelque chose pareil, tu vas regarder. Donc c'est un appel. Et tu écoutes le cri et tu vas voir qu'est-ce qui se passe. C'est un peu différent du regard, par exemple. Le regard, il est comme ça, et il y a une barre seulement. Moi, par exemple, je suis dans un séjour à Côte d'Azur, et je trouve la Côte d'Azur très belle. J'ai trouvé pas mal d'endroits très jolis. Et je regarde le paysage, la vue de la Côte d'Azur, et je dis, bon, c'est très joli. Et je sens un plaisir pour le regard, mais je suis tout seul. Il n'y a pas une présence de l'autre. Je peux regarder cette vue, je peux sentir un plaisir là, mais il n'y a pas la présence de l'autre, il n'y a pas un appel à l'autre. Je peux avoir cette satisfaction tout seul. Pour rapport à la voix, non, parce que s'il y a quelqu'un qui crie, il y a quelqu'un qui écoute, qui va... donc il y a cette dimension d'un appel. Et donc il y a ces deux dimensions. Et ces deux dimensions... En fait, ce que tu dis, c'est très intéressant, c'est très clair la façon dont tu le présentes, mais ça implique que nous interprétons toute manifestation sonore comme un appel, même quand ce n'est pas un.
Oui. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le paysage s'offre à nous, et donc on va avoir cette tentation de capter. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on est toujours en train de prendre des photos. Quand il y a quelque chose qui nous plaît, clac, Oui. on essaie d'en avoir une possession. Hein, Oui, on prend voilà. photo. Alors que ce que tu es en train de dire, c'est que toute manifestation dans le champ du sonore est par un être humain indexée immédiatement du côté de l'appel. Oui, voilà. Ça m'appelle, même si ce n'est pas le cas, ça Oui. fait appel pour moi. Oui, voilà. Ça, c'est voilà. Oui. Ça, c'est important. Il y a dans le bouquin d'Alain de Veil, Qu'est-ce que c'est le sournois, il rappelle que Lacan a dit que tous les regards, c'est un regard de possession. Le regard de la séduction, je veux cette personne, donc c'est une possession. Et le regard des paysages, comme ça, je vais prendre une photo, c'est-à-dire, je vais garder avec moi cette très belle vue. Et même si je ne sac pas la photo, je pense, c'est très joli, une maison là, une terrasse devant la mer. Ce n'est pas une maison, c'est ma maison là. Je pense, je fais un délire de faire une maison là, terrasse à bord de la mer, tout ça. Donc, c'est une chose de possession. Et pour rapport à la pulsion vocale, c'est un mouvement différent. Si les regards, il fait comme ça, la possession, la pulsion vocale, non, la pulsion vocale, elle fait comme ça. Parce qu'elle sort de moi et elle va vers l'autre. C'est justement ces deux zones érogènes. Parce qu'elle elle sort de ma bouche et elle va vers l'autre. Elle va trouver l'oreille de l'autre. Donc, et même quand il ne la cherche pas, l'autre va se manifester, oui. comme récepteur. Oui, oui. On peut penser dans une situation comme dans la rue. Quelqu'un fait un cri, tu vas regarder, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a cette réponse du sujet, de l'autre qui va répondre à ces cris. Donc, ici, il y a la diminution du sujet, et voilà, ici, la diminution de l'autre. Donc, c'est une fonction qui, elle sort du sujet et elle va vers l'autre. Et ici, Lacan disait, elle va quitter l'autre. Quitter, c'est un terme un peu précieux et ancien pour dire aller chercher. Aller chercher. Aller chercher. Oui. Elle va quitter l'oreille de l'autre. Elle va chercher l'oreille. Pas quitter, non, c'est quitter. Oui. Et donc, ici commence la différence parce que ici, il y a deux bords, ici, une bord. Et o mouvement, les circuits, qu'on peut dire, ici, les circuits de la pulsion, le parcours, il fait comme ça. Vous connaissez? Lacan montre ça dans le séminaire 11. Donc, c'est-à-dire la pulsion, elle fait comme ça, et elle fait un alentour. Oui, Le tour. Le tour. Elle fait le tour à côté du objet petit a, il est là, à côté, il sort. Donc, elle ne touche pas l'objet petit a. C'est impossible de toucher l'objet petit a parce que c'est un objet toujours perdu. Il se constitue dans la perte. Donc, l'objet petit a, c'est un objet de la manque. Donc, ce n'est pas possible de toucher l'objet petit a. Si on parle, par exemple, la voix comme un objet de la pulsion vocale, ce n'est pas forcément un objet petit a, c'est un objet partiel qui est en train de couper de la place d'objet petit a. Mais l'objet petit a, on ne touche pas. Donc, elle fait comme ça. Et le plaisir n'est pas dans l'objet, mais le plaisir qu'on peut sentir, c'est justement dans la barre.
dans la propre zone érogène. Oui, il a une chose comme ça. Ici, c'est un peu différent parce que il part d'ici, fait comme ça, et il fait comme ça. Non, je me trompe. Oui. Donc, il y a ces choses que nous sommes en train de dire, que la position vocale, elle sort du sujet et elle va vers l'autre. Et ça, c'est une chose différente parce que ça implique une différence par rapport à le quatrième destin de la position vocale que Freud met en place. Freud a dit qu'il y a le retournement de la pulsion sur la personne propre. Donc, la pulsion retourne vers moi, vers la personne propre. Et ici, dans la pulsion vocale, on peut dire que oui, elle fait le retournement, mais avant de faire le retournement, elle passe dans le champ de l'autre. Elle passe pour l'oreille de l'autre. Donc, elle va vers l'autre, et c'est vrai qu'elle va retourner au sujet. Mais avant ça, elle va passer pour l'autre. Donc, il y a une différence par rapport à ça. Ici, on peut penser les regards, par exemple, qui c'est une chose qui retourne sur moi. Non? Je vais faire une photo, c'est-à-dire je vais capturer ces vues et garder avec moi. Donc, il y a un plaisir scopique, un plaisir du regard et que je vais garder avec moi. Et donc, dans la position vocale, c'est un peu différent ça. On peut penser une autre manière de faire ici ces trajets de la position vocale et implique une différence qu'elle va faire un retour sur le sujet, mais elle va passer au champ de l'autre et va, dans le champ de l'autre, va avoir une torsion. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de torsion, mais ici, il y a une torsion. Et pourquoi cette torsion? Parce que l'autre, c'est l'autre. Il va répondre à mon appel ou à ma voix d'une autre manière. Donc, elle va faire cette torsion. Et cette torsion, on peut penser, du côté de la constitution du sujet, on peut penser une chose nécessaire. Voyez-vous, par exemple, un bébé qui crie. Un bébé qui crie. La mère va écouter ces cris et va dire il a faim. Elle a fait une torsion. Hein. Elle écoutait un cri, mais de ces cris, de la voix, elle va faire une torsion, elle va retourner vers lui, le bébé, disant tu es faim, je vais te donner le lait, la nourriture, je ne sais pas quoi. Donc, elle va faire une torsion. Elle va répondre d'une autre manière. Et cette torsion, c'est nécessaire. Et ça, je trouve très intéressant parce que dans le séminaire 23, Lacan a dit, on voit bien que le signifiant se réduit là à ce qu'il est, à l'équivoque, à une torsion de la voix. On peut résumer cette citation disant que le signifiant se réduit à une torsion de la voix. Donc, c'est-à-dire que c'est ça que la mère fait.
elle écoute un cri, elle fait une torsion de cette voix, du cri, et de cette torsion sort un signifiant. Elle fait jaillir un signifiant. Parce qu'elle fait une interprétation Oui. C'est par l'interprétation. C'est pas? Par l'interprétation. Oui, oui. Elle a fait une interprétation et c'est justement pour ça qu'on peut dire que le signifiant se réduit à une torsion de la voix. Donc, la torsion dans le champ de l'autre, c'est quelque chose nécessaire du côté de la constitution du sujet et du côté de l'analyse, qu'on peut penser ça du côté de l'analyse, c'est, à mon avis, aussi nécessaire. Parce que je m'approche de mon objectif maintenant. C'est démontrer cette torsion, pas forcément au champ de la constitution du sujet, de penser les bébés et tout ça, non, mais de penser ça au moment de l'analyse. On peut penser qu'il y a un sujet qui parle, qui émet une voix, et cette voix, elle s'adresse à quelqu'un, et c'est quelqu'un spécial, c'est l'analyste. Donc, elle va vers l'oreille de l'autre, l'oreille de l'analyste dans ce cas, et il faut que l'analyste fasse cette torsion pour retourner quelque chose au sujet. Tu parles de la direction de l'interprétation de l'analyste? Oui, mais j'ai un objectif d'agrandir la notion de l'interprétation de toute façon. On peut penser, l'analyste toujours il va faire une torsion, donc c'est toujours une inversion. Je pense que oui, d'une manière générale, oui. Parce que si quelqu'un cherche une analyse, il cherche à écouter quelque chose de différent, il cherche à écouter quelque chose qu'ils ne savent pas. Ou on peut dire qu'il sait, mais qu'ils ne savent pas qu'il sait. Donc cette torsion, c'est une fonction de l'analyste. Une fonction qu'on attend de l'analyste. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs formes de faire cette torsion. Bon, mais je suis en train de penser que l'interprétation ou l'acte analytique, il porte quelque chose que c'est une caractéristique de la pulsion invocante. Donc, je suis en train de faire une liaison de la pulsion invocante avec l'acte d'analyse, la liaison de la pulsion invocante et le travail de l'analyste. Donc, l'analyste va faire quelque chose qui a une caractéristique de la pulsion invocante, c'est-à-dire cette torsion au champ de l'autre, cette torsion à l'oreille, à ce que nous sommes en train d'entendre. Non? Et si on trouve un texte de Lacan, que c'est fonction et champ de la parole du langage, en psychanalyse, il va dire, une citation que j'imagine que vous connaissez, le sujet reçoit de l'autre son propre message sous la forme inversée. Le sujet reçoit de l'autre sa propre message sous la forme inversée. Et dans ce moment-là, il parle de message. En fait, dans l'écrit original, il parle aussi pas le sujet, il dit les récepteurs reçoivent. Donc il parle récepteur message, mais il est en train de faire une critique à la théorie de la communication. Jacobs, il a l'émisseur, le récepteur, le message, tout ça, il est en train de faire une critique là. Donc
je pense que dans cette citation, il y a aussi une caractéristique de la pulsion vocale. Parce qu'il dit, bon, le sujet reçoit de l'autre sa propre message sous la forme inversée. Donc, il y a l'inversement. Il y a sa caractéristique de la pulsion vocale que c'est l'inversement. Et bon, c'est ça qui m'intéresse, de penser ça dans l'analyse. De penser que l'analyste, c'est cet autre qui va faire l'inversement. Bon, il y a un autre passage que Lacan dit ça aussi dans le texte littéraire, dans le premier paragraphe de littéraire, il dit les contrepètes revenant aux lèvres, les renversements à l'oreille. Donc, les contrepètes. Le contre-P. Les contre-P. Oui. Ah, pardon. Les contre-P. Les contre-P. Le contre-P, c'est une contrepèterie. C'est un ancien nom pour désigner la contrepèterie. Voilà. Revenant aux lèvres. Même pour les Français, le latin, c'est pas toujours facile. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas le mot le plus courant. Oui. Il utilise en plus ça, on a eu ce terme en s'amusant. Parce que contre-P, ça a un autre sens aussi, une autre assonance que contre-pèterie. Contre-pèterie, c'est le mot le plus courant. D'accord. Qui n'est pas forcément l'outil de l'analyste en général. Quoi? Cette forme-là. Oui. Savoir que ce soit l'outil de l'analyste. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en portugais, ce mot il a été traduit comme allitération. Et ça existe en français, allitération. Oui, mais ça n'a aucun rapport. Vraiment, le nombre de trucs de Lacan qui sont traduits de façon erronée sont infinis. Oui, j'ai trouvé un peu bizarre cette traduction. Mais de toute façon, je pense qu'il est en train de... J'avais Marco Antonio tout à l'heure qui me demandait comment traduire la langue au chat, donner sa langue au chat. Vous connaissez cette expression en portugais, donner sa langue au chat? Donner sa langue au chat, c'est passer son tour. Quand dans un jeu, tu vois, avec les devinettes, demander la réponse tout de suite. Non, donner sa langue au chat, c'est en tout cas de ne pas pouvoir la donner. Oui. Non, mais je veux demander la réponse. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je ne peux pas la donner, donc effectivement, tu me donnes la réponse. D'accord. Mais c'est une expression, quand il m'a donné la traduction en portugais, ça n'avait aucun rapport. Aucun rapport. Et on comprenait, et il me dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire. Bien sûr qu'en lisant le portugais, ça n'aidait pas. Et en français, c'est une expression qui est connue, hein, mais qui n'a pas d'équivalent visiblement en portugais. Oui. Donc, altération, non, c'est pas la traduction du contre-P. Oui, j'ai trouvé ça. Bon, mais de toute façon, je pense qu'il est en train de dire qu'au moment qu'on parle, on dit bêtises, on s'équivoque, on dit quelque chose qui n'est pas bien clair. Donc, il y a quelque chose d'une balbutiement au moment qu'on parle, quelque chose d'une voix qui sort aux lèvres, et il faut le renversement à l'oreille, comme il dit dans cette citation. Le renversement à l'oreille, c'est justement, je pense, la fonction de l'analyste. Donc, l'analyste va faire cet renversement. Bon, je vais montrer deux cas. Oui, c'est bon. Je vais montrer deux cas, deux extraits cliniques que je pense mettre en place ça que je suis en train de penser. Bon, dans un premier moment, attends un instant. Oui, c'est ça. Bon, un cas, c'est une femme qui cherche une analyse parce qu'elle se sent épuisée. Et cette femme, elle est professeure universitaire et elle dit qu'elle est tellement fatiguée avec son travail, elle ne supporte plus le travail, elle ne supporte plus la demande universitaire, les conflits avec les collègues, tout ça.
Je pense que vous êtes en train d'identifier quelque chose là. Oui. Oui. Mais elle se sent ça. Oui. Elle dit qu'elle ne supporte plus, qu'elle se sent épuisée et elle utilise beaucoup une expression qu'elle se sent une esclave. Esclave du travail. Elle dit d'une manière fréquente ça. Bon, il y a quelque chose d'intéressant qu'elle va dire aussi qu'avant de commencer un cours, elle prépare beaucoup les notes. Les notes comme ça, elle fait beaucoup de préparation, même si c'est une discipline, un cours qu'elle fait tout le semestre ou toute l'année. Elle toujours, à chaque jour, à chaque classe, elle prépare les notes et elle se plaint de ça. Parce que c'est une chose qui fatigue beaucoup, qui consomme beaucoup d'énergie, elle se sent fatiguée avec cet exagère de préparation. Oui. Et ce n'est pas une prof débutante. Elle a une expérience universitaire depuis 20 ans. Donc, elle a fait un master, elle a fait un doctorat à Londres. Elle a une expérience universitaire de plus de 20 ans. Et donc, ce n'est pas une prof débutante pour faire ça. Bon, on commençait à travailler dans l'analyse, à poser des questions, et pourquoi préparer beaucoup les notes, et pourquoi faire tout ça. Et on commençait à travailler pour rapport à ces choses-là. Et il y a eu un jour qu'elle arrive dans la séance, elle dit, bon, cette semaine s'est passée une chose complètement différente. J'ai commencé un cours sans aucune préparation. Vous comprenez, non? Oui. Et j'ai dit, mais et comment ça s'est passé? Et elle a dit, ça a été une bonne leçon. Il faut que je parle et que j'écris en français et en portugais. Elle dit, ça a été une bonne leçon. En português s'écrit uma boa lição. Je demande excuse parce qu'il faut que je parle le mot en portugais parce que vous... D'accord, en français, Oui. ça va fonctionner sur le signifiant Oui, et sur la signifiant, construction du voilà. signifiant. Donc, elle a dit, ça a été une bonne leçon. Elle a dit, foi uma boa lição. E l'analyste dit, uma boa lição. Vous voyez qu'en français, ce n'est pas une homophonie, elle dit ça a été une bonne leçon, l'analyste dit une abolition, donc ce n'est pas une homophonie, mais si tu vas écouter en portugais, elle a dit ça a été uma boa lição. Et l'analyste répond, uma boa lição? Uma boa lição?